Chapitre 12 de la deuxième partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu par Jules Verne, deuxième partie, chapitre 12, dans lequel il est rapporté quelques propos échangés entre la noble Saraboul et son nouveau fiancé. Lorsque Ahmet rejoignit ses compagnons, les dernières dispositions, pour souper d'abord, pour dormir ensuite, avaient été convenablement prises. La chambre à coucher, ou plutôt le dortoir commun, c'était la caverne, haute, spacieuse, avec des coins et recoins où chacun pourrait se blottir à son gré et même à son aise. La salle à manger, c'était cette partie plane du campement sur laquelle des roches éboulées, des fragments de pierre, pouvaient servir de sièges et de tables. Quelques provisions avaient été tirées de la charrette traînée par le petit âne, lequel comptait au nombre des convives, ayant été spécialement invité par son ami le seigneur Kéraban. Un peu de fourrage, dont on avait fait une bonne récolte, lui assurait une suffisante part du festin, et il en braillait de satisfaction. « Soupons !» s'écria Kéraban d'un ton joyeux. « Soupons, mes amis, mangeons et buvons à notre aise. Ce sera autant de moins que ce brave âne aura à traîner jusqu'à Scutari. » Il va sans dire que, pour ce repas en plein air, au milieu de ce campement éclairé de quelques torches résineuses, chacun s'était placé à sa guise. Au fond, le seigneur Kéraban trônait sur une roche, véritable fauteuil d'honneur de cette réunion épulatoire. Amasia et Nedjeb, l'une près de l'autre, comme deux amies, il n'y avait plus ni maîtresse ni servante, assis sur de plus modestes pierres, avaient réservé une place à Ahmet, qui ne tarda pas à les rejoindre. Quant au seigneur Van Mitten, il va de soi qu'il était flanqué, à droite de l'inévitable Yanar, à gauche de l'inséparable Saraboul, et tous les trois, ils s'étaient attablés devant un gros fragment de roc que les soupirs du nouveau fiancé auraient dû attendrir. Bruno, plus maigre que jamais, grignotant et geignant, allait et venait pour les besoins du service. Non seulement le seigneur Kéraban était de belle humeur, comme quelqu'un à qui tout réussit, mais, suivant son habitude, sa joie s'épanchait en propos plaisants, lesquels visaient plus directement son ami Van Mitten. Oui, il était ainsi fait que l'aventure matrimoniale arrivée à ce pauvre homme, par dévouement pour lui et les siens, ne cessait guère d'exciter sa verve caustique. Dans 12 heures, il est vrai, cette histoire aurait pris fin, et Van Mitten n'entendrait plus parler ni du frère ni de la sœur kurde. De là, une sorte de raison que Kéraban se donnait à lui-même pour ne point se gêner à l'égard de son compagnon de voyage. « Eh bien, Van Mitten, cela va bien, n'est-ce pas » dit-il en se frottant les mains. « Vous voilà au comble de vos vœux. De bons amis vous font cortège. Une aimable femme qui s'est heureusement rencontrée sur votre route vous accompagne. Allah n'aurait pu faire davantage pour vous quand bien même vous eussiez été l'un de ses plus fidèles croyants. » Le Hollandais regarda son ami en allongeant quelque peu les lèvres, mais sans répondre. « Eh bien, vous vous taisez » dit Yanar. « Non, je parle en dedans. À qui » demanda impérieusement la noble Kurde, qui lui saisit vivement le bras. « À vous, chère Saraboul, à vous » répondit sans conviction l'interloqué Van Mitten. Puis, se levant, « Ouf » fit-il. Le seigneur Yanar et sa sœur, s'étant redressés au même moment, le suivaient dans toutes ses allées et venues. « Si vous voulez, » reprit Saraboul de ce ton doucereux qui ne permet pas la moindre contradiction, « si vous le voulez, nous ne passerons que quelques heures à Scutari. »« Si je le veux. »« N'êtes-vous pas mon maître, seigneur Van Mitten » ajouta l'insinuante personne. « Oui, » murmura Bruno, « il est son maître, comme on est le maître d'un dogue qui peut à chaque instant vous sauter à la gorge. » Heureusement, se disait Van Mitten, demain, à Scutari, rupture et abandon. Mais quelle scène en perspective! Amasia le regardait avec un véritable sentiment de commisération et, n'osant le plaindre à haute voix,
elle s'en ouvrait quelquefois à son fidèle serviteur. Pauvre monsieur Van Mitten, répétait-elle à Bruno. Voilà pourtant où l'a mené son dévouement pour nous. Et sa platitude envers le seigneur Kéraban, répondait Bruno, qui ne pouvait pardonner à son maître une condescendance poussée à ce degré de faiblesse. Hé, dit Nedjeb, cela prouve au moins que monsieur Van Mitten a un cœur bon et généreux. Trop généreux, répliqua Bruno. Au surplus, depuis que mon maître a consenti à suivre le seigneur Kéraban en un pareil voyage, je n'ai cessé de lui répéter qu'il lui arriverait malheur tôt ou tard. Mais un malheur pareil, devenir le fiancé ne fût-ce que pour quelques jours de cette cure d'endiablé, jamais je n'aurais pu imaginer cela. Non, jamais. La première madame Van Mitten était une colombe en comparaison de la seconde. Cependant, le Hollandais s'était assis à une autre place, toujours flanqué de ses 2 gardes du corps, lorsque Bruno vint lui offrir quelque nourriture. Mais Van Mitten ne se sentait pas en appétit. « Vous ne mangez pas, seigneur Van Mitten ?» lui dit Sarah Boule, qui le regardait entre les 2 yeux. « Je n'ai pas faim. »« Vraiment, vous n'avez pas faim ?» répliqua le seigneur Yannar. « Au Kurdistan, on a toujours faim, même après les repas. »« Ah, au Kurdistan ?» répondit Van Mitten en avalant les morceaux doubles, par obéissance. « Et buvez !» ajouta la noble Sarah Boule. « Mais je bois vos paroles. » Et il n'osa pas ajouter. « Seulement, je ne sais pas si c'est bon pour l'estomac. »« Buvez, puisqu'on vous le dit !» reprit le seigneur Yannar. « Je n'ai pas soif. Au Kurdistan, on a toujours soif, même après les repas. » Pendant ce temps, Ahmet, toujours en éveil, observait attentivement le guide. Cet homme, assis à l'écart, prenait sa part du repas, mais il ne pouvait dissimuler quelque mouvement d'impatience. Du moins, Ahmet crut le remarquer. Et comment eût-il pu en être autrement? À ses yeux, cet homme était un traître. Il devait avoir hâte que tous ses compagnons et lui eussent cherché refuge dans la caverne, où le sommeil les livrerait sans défense à quelque agression convenue. Peut-être même le guide aurait-il voulu s'éloigner pour quelque secrète machination. Mais il n'osait en présence d'Ahmet, dont il connaissait les défiances. « Allons, mes amis, s'écria Kéraban, voilà un bon repas pour un repas en plein air. Nous aurons bien réparé nos forces avant notre dernière étape. N'est-il pas vrai, ma petite Amasia ?»« Oui, seigneur Kéraban, répondit la jeune fille. D'ailleurs, je suis forte, et s'il fallait recommencer ce voyage... Tu le recommencerais? Pour vous suivre. Surtout après avoir fait une certaine halte à Scutari, s'écria Kéraban avec un bon gros rire. Une halte comme notre ami Van Mitten en a fait une à Trébizonde. Et par-dessus le marché, il me plaisante, murmurait Van Mitten. Il enrageait au fond, mais n'osait répondre en présence de la trop nerveuse Sarah Boule. Ah, reprit Kéraban, le mariage d'Ahmet et d'Amasia, ce ne sera peut-être pas si beau que les fiançailles de notre ami Van Mitten et de la noble Kurde. Sans doute, je ne pourrai pas leur offrir une fête au paradis de Mahomet, mais nous ferons bien les choses, comptez sur moi. Je veux que tout Scutari soit convié à la noce et que nos amis de Constantinople emplissent les jardins de la villa. Il ne nous en faut pas tant, répondit la jeune fille. Oui, oui, chère maîtresse, s'écria Nedjeb. Et si je le veux, moi, si je le veux, ajouta le seigneur Kéraban, est-ce que ma petite Amasia voudrait me contrarier? Oh, seigneur Kéraban. Eh bien, reprit l'oncle en levant son verre, au bonheur de ces jeunes gens qui méritent si bien d'être heureux. Au seigneur Ahmet, à la jeune Amasia, répétèrent d'une commune voix tous les convives en belle humeur. Et à l'union, ajouta Kéraban, oui, à l'union du Kurdistan et de la Hollande. Sur cette santé, portée d'une voix joyeuse devant toutes ses mains tendues vers lui, le seigneur Van Mitten, bon gré mal gré, dut s'incliner en manière de remerciement et boire à son propre bonheur. Ce repas, fort rudimentaire, mais gaiement pris, était achevé. Encore quelques heures de repos, et l'on pourrait terminer ce voyage sans trop de fatigue. « Allons dormir jusqu'au jour, dit Kéraban. Lorsque le moment en sera venu, je charge notre guide de nous éveiller tous. »« Soit, seigneur Kéraban,
répondit cet homme. Mais n'est-il pas plus à propos que j'aille remplacer votre serviteur Nizib à la garde des attelages? Non, demeurez, dit vivement Ahmet. Nizib est bien où il est, et je préfère que vous restiez ici. Nous veillerons ensemble. Veiller, reprit le guide en dissimulant mal la contrariété qu'il éprouvait. Il n'y a pas le moindre danger à craindre dans cette région extrême de l'Anatolie. C'est possible, répondit Ahmet, mais un excès de prudence ne peut nuire. Je me charge moi de remplacer Nizib à la garde des chevaux. Donc restez. Comme il vous plaira, seigneur Ahmet, répondit le guide. Disposons donc tout dans la caverne pour que vos compagnons puissent y dormir plus à l'aise. Faites, dit Ahmet, et Bruno voudra bien vous aider, avec l'agrément de M. Van Mitten. Va, Bruno, va, répondit le Hollandais. Le guide et Bruno entrèrent dans la caverne, emportant les couvertures de voyage, les manteaux, les cafetans, qui devaient servir de literie. Amasia, Nedjeb et leurs compagnons ne s'étaient point montrés difficiles sur la question du souper. La question du coucher devait les trouver aussi accommodants sans doute. Pendant que s'achevaient les derniers préparatifs, Amasia s'était approchée d'Ahmet, elle lui avait pris la main, elle lui disait « Ainsi, mon cher Ahmet, vous allez encore passer toute cette nuit sans reposer ?»« Oui, répondit Ahmet, qui ne voulait rien laisser voir de ses inquiétudes. Ne dois-je pas veiller sur tous ceux qui me sont chers? Enfin, ce sera pour la dernière fois? La dernière. Demain, nous en aurons enfin fini avec toutes les fatigues de ce voyage. Demain, répéta Amasia en levant ses beaux yeux sur le jeune homme, dont le regard répondit au sien. Ce demain qui semblait ne devoir jamais arriver et qui maintenant va durer toujours, répondit Ahmet. Toujours, murmura la jeune fille. La noble Saraboul, elle aussi, avait pris la main de son fiancé, et, lui montrant Amasia et Ahmet, « Vous les voyez, seigneur Van Mitten? Vous les voyez, tous deux ?» dit-elle en soupirant. « Qui ?» répondit le Hollandais, dont les pensées étaient loin de suivre un cours aussi tendre. « Qui ?» répliqua aigrement Saraboul. « Mais ces jeunes fiancés !»« En vérité, je vous trouve singulièrement contenu. » Vous savez, répondit Van Mitten, les Hollandais. La Hollande est un pays de digues. Il y a des digues partout. Il n'y a pas de digues au Kurdistan, s'écria la noble Saraboul blessée de tant de froideur. Non, il n'y en a pas, riposta le seigneur Yanar en secouant le bras de son beau-frère qui faillit être écrasé dans cet étau vivant. Heureusement, ne put s'empêcher de dire Kéraban, il sera libéré demain, notre ami Van Mitten. Puis, se retournant vers ses compagnons, « Eh bien, la chambre doit être prête. Une chambre d'amis où il y a place pour tout le monde. Voilà bientôt 11 heures. Déjà la lune se lève. Allons dormir. »« Viens, Nedjeb, » dit Amasia à la jeune zingare. « Je vous suis, chère maîtresse. »« Bonsoir, Ahmet. »« À demain, chère Amasia, à demain, » répondit Ahmet en conduisant la jeune fille jusqu'à l'entrée de la caverne. « Vous me suivez, seigneur Van Mitten ?» dit Saraboul d'un ton qui n'avait rien de bien engageant. « Certainement, » répondit le Hollandais. « Toutefois, si cela était nécessaire, je pourrais tenir compagnie à mon jeune ami Ahmet. »« Vous dites » s'écria l'impérieuse Kurde. « Il dit » répéta le seigneur Yanar. « Je dis, » répondit Van Mitten, « je dis, cher Saraboul, que mon devoir m'oblige à veiller sur vous, et que... Soit, vous veillerez, mais là !» Et elle lui montra d'une main la caverne, tandis que Yanar le poussait par l'épaule en disant « Il y a une chose dont vous ne vous doutez sans doute pas, seigneur Van Mitten. »« Une chose dont je ne me doute pas, seigneur Yanar? Et laquelle, s'il vous plaît ?»« C'est qu'en épousant ma sœur, vous avez épousé un volcan. » Sous l'impulsion donnée par un bras vigoureux, Van Mitten franchit le seuil de la caverne où sa fiancée venait de le précéder, et dans laquelle le suivit incontinent le seigneur Yanar. Au moment où Kéraban allait y pénétrer à son tour, Ahmet le retint en disant « Mon oncle, un mot. »« Rien qu'un seul, Ahmet, » répondit Kéraban. « Je suis fatigué et j'ai besoin de dormir. »« Soit, mais je vous prie de m'entendre. »« Qu'as-tu à me dire ?»« Savez-vous où nous sommes ici ?»« Oui, dans le défilé des gorges de Nérissa. »« À quelle distance de Scutari ?»«
5 ou 6 lieues à peine. Qui vous l'a dit? Mais c'est notre guide. Et vous avez confiance en cet homme? Pourquoi m'en défierais-je? Parce que cet homme, que j'observe depuis quelques jours, a des allures de plus en plus suspectes, répondit Ahmet. Le connaissez-vous, mon oncle? Non. À Trébizonde, il est venu s'offrir pour vous conduire jusqu'au Bosphore. Vous avez accepté ses services, sans même savoir qui il était. Nous sommes partis sous sa direction. Eh bien, Ahmet, il a suffisamment prouvé qu'il connaissait ces chemins de l'Anatolie, ce me semble. Incontestablement, mon oncle. Cherches-tu une discussion, mon neveu? Demanda le seigneur Kéraban, dont le front commença à se plisser avec une persistance quelque peu inquiétante. Non, mon oncle, non, et je vous prie de ne voir en moi aucune intention de vous être désagréable. Mais, que voulez-vous? Je ne suis pas tranquille, et j'ai peur pour tous ceux que j'aime. L'émotion d'Ahmet était si visible pendant qu'il parlait ainsi, que son oncle ne put l'entendre sans en être profondément remué. Voyons, Ahmet, mon enfant, qu'as-tu? Reprit-il. Pourquoi ces craintes au moment où toutes nos épreuves vont finir? Je veux bien convenir avec toi, mais avec toi seulement, que j'ai fait un coup de tête en entreprenant ce voyage insensé. J'avouerai même que, sans mon entêtement à te faire quitter Odessa, l'enlèvement d'Amasia ne se serait probablement point accompli. Oui, tout cela c'est ma faute. Mais enfin, nous voici au terme de ce voyage. Ton mariage n'aura pas même été retardé d'1 jour. Demain, nous serons à Scutari, et demain... Et si demain nous n'étions pas à Scutari, mon oncle, si nous en étions beaucoup plus éloignés que ne le dit ce guide, s'il nous avait égarés à dessein, après avoir conseillé d'abandonner les routes du littoral, enfin, si cet homme était un traître... Un traître? S'écria Kéraban. Oui, reprit Ahmet. Et si ce traître servait les intérêts de ceux qui ont fait enlever Amasia? Par Allah, mon neveu, d'où peut te venir cette idée et sur quoi repose-t-elle? Sur de simples pressentiments? Non, sur des faits, mon oncle. Écoutez-moi. Depuis quelques jours, cet homme nous a souvent quittés pendant les haltes, sous prétexte d'aller reconnaître la route. À plusieurs reprises, il s'est éloigné, non pas inquiet, mais impatient, en homme qui ne veut pas être vu. La nuit dernière, il a abandonné pendant 1 heure le campement. Je l'ai suivi en me cachant, et j'affirme même qu'un signal de feu lui a été envoyé d'un point de l'horizon, un signal qu'il attendait. En effet, cela est grave, Ahmet, répondit Kéraban. Mais pourquoi rattaches-tu les machinations de cet homme aux circonstances qui ont amené l'enlèvement d'Amasia sur la Guïdare? Eh, mon oncle, cette tartane, où allait-elle? Était-ce à ce petit port d'Atina où elle s'est perdue? Non, évidemment. Ne savons-nous pas qu'elle a été rejetée par la tempête hors de sa route? Eh bien, à mon avis, sa destination était Trébizonde, où s'approvisionnent trop souvent les harems de ces nababs de l'Anatolie. Là, on a pu facilement apprendre que la jeune fille enlevée avait été sauvée du naufrage, se mettre sur ses traces et nous dépêcher ce guide pour conduire notre petite caravane à quelque guet-apens. Oui, Ahmet, répondit Kéraban, en effet, tu pourrais avoir raison. Il est possible qu'un danger nous menace. Tu as veillé, tu as bien fait, et cette nuit je veillerai avec toi. Non, mon oncle, non, reprit Ahmet. Reposez-vous. Je suis bien armé, et à la première alerte, je te dis que je veillerai moi aussi, reprit Kéraban. Il ne sera pas dit que la folie d'un têtu de mon espèce aura pu amener quelque nouvelle catastrophe. Non, ne vous fatiguez pas inutilement. Le guide, sur mon ordre, doit passer la nuit dans la caverne. Rentrez. Je ne rentrerai pas. Mon oncle, à la fin, vas-tu me contrarier là-dessus? Répliqua Kéraban. Ah, prends garde, Ahmet. Il y a longtemps que personne ne m'a tenu tête. Soit, mon oncle, soit. Nous veillerons ensemble. Oui, une veillée sous les armes, et malheur à qui s'approchera de notre campement. Le seigneur Kéraban et Ahmet, allant et venant, les regards attachés sur l'étroite passe, écoutant les moindres bruits qui auraient pu se propager au milieu de cette nuit si calme, firent donc bonne et fidèle garde à l'entrée de la caverne. 2 heures se passèrent ainsi, puis 1 heure encore. Rien de suspect ne s'était produit, qui fût de nature à justifier les soupçons du seigneur Kéraban et de son neveu.
il pouvait donc espérer que la nuit s'écoulerait sans incident lorsque, vers 3 heures du matin, des cris, de véritables cris d'épouvante, retentirent à l'extrémité de la passe. Aussitôt Kéraban et Ahmet sautèrent sur leurs armes qui avaient été déposées au pied d'une roche et cette fois, peu confiant dans la justesse de ses pistolets, l'oncle avait pris un fusil. Au même instant, Nizib, accourant tout essoufflé, apparaissait à l'entrée du défilé. « Ah, mon maître ! Qu'y a-t-il, Nizib ? Mon maître ! Là-bas, là-bas !»« Là-bas » dit Ahmet. « Les chevaux !»« Nos chevaux ? Oui. Mais parle donc, stupide animal !» s'écria Kéraban qui secoua rudement le pauvre garçon. « Nos chevaux ? Volés !»« Volés ? Oui, reprit Nizib. 2 ou 3 hommes se sont jetés dans le pâturage pour s'en emparer. Ils se sont emparés de nos chevaux ? S'écria Ahmet. Et ils les ont entraînés, dis-tu ? Oui. Sur la route, de ce côté ? Reprit Ahmet en indiquant la direction de l'ouest. De ce côté. Il faut courir après ces bandits, les rejoindre, s'écria Kéraban. Restez, mon oncle, répondit Ahmet. Vouloir maintenant rattraper nos chevaux, c'est impossible. Ce qu'il faut avant tout, c'est mettre notre campement en état de défense. Ah, mon maître, dit soudain Nizib à mi-voix. Voyez, là, là. Et de la main, il montrait l'arête d'une haute roche qui se dressait à gauche. Fin de la section 29, chapitre 12 de la deuxième partie, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2010. Section 30, chapitre 13 de la deuxième partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu par Jules Verne, deuxième partie, chapitre 13, dans lequel, après avoir tenu tête à son âne, le seigneur Kéraban tient tête à son plus mortel ennemi. Le seigneur Kéraban et Ahmet s'étaient retournés. Ils regardaient dans la direction indiquée par Nizib. Ce qu'ils virent les fit aussitôt reculer, de manière à ne pouvoir être aperçus. Sur l'arête supérieure de cette roche, à l'opposé de la caverne, rampait un homme qui essayait d'en atteindre l'angle extrême, sans doute pour observer de plus près les dispositions du campement. De là, à penser qu'un accord secret existait entre le guide et cet homme, c'était naturellement indiqué. En réalité, il faut le dire, dans toute cette machination organisée autour de Kéraban et de ses compagnons, Ahmet avait vu juste. Son oncle fut bien forcé de le reconnaître. Il fallait, en outre, conclure que le péril était imminent, qu'une agression se préparait dans l'ombre, et que, cette nuit même, la petite caravane, après avoir été attirée dans une embuscade, courait à une destruction totale. Dans un premier mouvement irréfléchi, Kéraban, son fusil rapidement épaulé, venait de coucher en joue cet espion qui se hasardait à venir jusqu'à la limite du campement. Une seconde plus tard, le coup partait, et l'homme fut tombé, mortellement frappé sans doute. Mais n'eût-ce pas été donner l'éveil et compromettre une situation déjà grave ? « Arrêtez, mon oncle !» dit Ahmet à voix basse, en relevant l'arme braquée vers le sommet de la roche. Mais Ahmet, non, pas de détonation qui puisse devenir un signal d'attaque. Et quant à cet homme, mieux vaut le prendre vivant. Il faut savoir pour le compte de qui ces misérables agissent. Mais comment s'en emparer ? Laissez-moi faire, répondit Ahmet. Et il disparut vers la gauche, de manière à contourner la roche afin de la gravir à revers. Pendant ce temps, Kéraban et Nizib se tenaient prêts à intervenir le cas échéant. L'espion, couché sur le ventre, avait alors atteint l'angle extrême de la roche. Sa tête en dépassait seule l'arête. À la brillante clarté de la lune, il cherchait à voir l'entrée de la caverne. Une demi-minute après, Ahmet apparaissait sur le plateau supérieur et, rampant à son tour avec une extrême précaution, il s'avançait vers l'espion qui ne pouvait l'apercevoir. Par malheur, une circonstance inattendue allait mettre cet homme sur ses gardes et lui révéler le danger qui le menaçait. À ce moment même, Amasia venait de quitter la caverne. Une profonde inquiétude, dont elle ne se rendait pas compte, la troublait au point qu'elle ne pouvait dormir.
elle sentait Ahmet menacé, à la merci d'un coup de fusil ou d'un coup de poignard. À peine Kéraban eut-il aperçu la jeune fille qu'il lui fit signe de s'arrêter. Mais Amasia ne le comprit pas, et, levant la tête, elle aperçut Ahmet au moment où celui-ci se redressait vers la roche. Un cri d'épouvante lui échappa. À ce cri, l'espion s'était retourné rapidement, puis redressé, et, voyant Ahmet à demi courbé encore, il se jeta sur lui. Amasia, clouée sur place par la terreur, eut cependant encore la force de crier « Ahmet, Ahmet !» L'espion, un couteau à la main, allait frapper son adversaire. Mais Kéraban, épaulant son fusil, tira. L'espion atteint mortellement en pleine poitrine, laissa tomber son poignard et roula jusqu'à terre. Un instant après, Amasia était dans les bras d'Ahmet qui, se laissant glisser du haut de la roche, venait de la rejoindre. Cependant, tous les hôtes de la caverne venaient d'en sortir au bruit de la détonation. Tous, sauf le guide. Le seigneur Kéraban, brandissant son arme, s'écriait « Par Allah, voilà un maître coup de feu !»« Encore des dangers, » murmura Bruno. « Ne me quittez pas, Van Mitten, » dit l'énergique Saraboul en saisissant le bras de son fiancé. « Il ne vous quittera pas, ma sœur, » répondit résolument le seigneur Yanar. Cependant, Ahmet s'était approché du corps de l'espion. « Cet homme est mort, dit-il, et il nous l'aurait fallu vivant. » Nedjeb l'avait rejoint, et, aussitôt de s'écrier « Mais cet homme, c'est... » Amasia venait de s'approcher à son tour. « Oui, c'est lui, c'est Yarhoud, dit-elle. C'est le capitaine de la Guïdare. »« Yarhoud » s'écria Kéraban. « Ah, j'avais donc raison, dit Ahmet. « Oui, reprit Amasia, c'est bien cet homme qui nous a enlevés de la maison de mon père. »« Je le reconnais, ajouta Ahmet, je le reconnais moi aussi. C'est lui qui est venu à la villa nous offrir ses marchandises quelques instants avant mon départ. Mais il ne peut être seul. Toute une bande de malfaiteurs est sur nos traces, et pour nous mettre dans l'impossibilité de continuer notre route, ils viennent d'enlever nos chevaux. »« Nos chevaux enlevés ?» s'écria Saraboul. « Rien de tout cela ne nous serait arrivé si nous avions repris la route du Kurdistan, ajouta le seigneur Yanar. Et son regard, pesant sur Van Mitten, semblait rendre le pauvre homme responsable de toutes ces complications. « Mais enfin, pour le compte de qui agissait donc ce Yarhoud ?» demanda Kéraban. « S'il était vivant, nous saurions bien lui arracher son secret, » s'écria Ahmet. « Peut-être a-t-il sur lui quelques papiers ?» dit Amasia. « Oui, il faut fouiller ce cadavre, » répondit Kéraban. Ahmet se pencha sur le corps de Yarhoud, tandis que Nizib approchait une lanterne allumée qu'il venait de prendre dans la caverne. « Une lettre, voici une lettre, » dit Ahmet en retirant sa main de la poche du capitaine maltais. Cette lettre était adressée à un certain Scarpante. « Lis donc, Ahmet !» s'écria Kéraban qui ne pouvait plus maîtriser son impatience. Et Ahmet, après avoir ouvert la lettre, lut ce qui suit. Les chevaux de la caravane une fois enlevés, lorsque Kéraban et ses compagnons seront endormis dans la caverne où les aura conduits Scarpante... « Scarpante !» s'écria Kéraban. « C'est donc le nom de notre guide, le nom de ce traître ?»« Oui, je ne m'étais pas trompé sur son compte, » dit Ahmet. Puis, continuant, « Que Scarpante fasse un signal en agitant une torche, et nos hommes se jetteront dans les gorges de Nérissa. »« Et cela est signé ?» demanda Kéraban. « Cela est signé Safar. »« Safar, Safar, serait-ce donc... » « Oui, » répondit Ahmet. « C'est évidemment cet insolent personnage que nous avons rencontré au railway de Poti et qui, quelques heures après, s'embarquait pour Trébizonde. Oui, c'est ce Safar qui a fait enlever Amasia et qui veut à tout prix la reprendre. »« Ah, seigneur Safar !» s'écria Kéraban en levant son poing fermé qu'il laissa retomber sur une tête imaginaire. « Si je me trouve jamais face à face avec toi... » « Mais ce Scarpante, » demanda Ahmet, « où est-il » Bruno s'était précipité dans la caverne et en ressortait presque aussitôt en disant « Disparu, par quelque autre issue sans doute. » C'était, en effet, ce qui était arrivé. Scarpante, sa trahison découverte, venait de s'échapper par le fond de la caverne. Ainsi,
Cette criminelle machination était maintenant connue dans tous ses détails. C'était bien l'intendant du seigneur Saffar qui s'était offert comme guide. C'était bien ce Scarpante qui avait conduit la petite caravane, d'abord par les routes de la côte, ensuite à travers ces montagneuses régions de l'Anatolie. C'était bien Yarhud, dont les signaux avaient été aperçus par Ahmet pendant la nuit précédente, et c'était bien le capitaine de la guïdare qui venait, en se glissant dans l'ombre, apporter à Scarpante les derniers ordres de Saffar. Mais la vigilance, et surtout la perspicacité d'Ahmet, avaient déjoué toutes ces manœuvres. Le traître démasqué, les desseins criminels de son maître étaient connus. Le nom de l'auteur de l'enlèvement d'Amasia, on le connaissait, et il se trouvait que c'était précisément ce Saffar que le seigneur Kéraban menaçait de ses plus terribles représailles. Mais si le guet-apens dans lequel avait été attirée la petite caravane était découvert, le péril n'en était pas moins grand, puisqu'elle pouvait être attaquée d'un instant à l'autre. Aussi Ahmet, avec son caractère résolu, prit-il rapidement le seul parti qu'il y eût à prendre. « Mes amis, dit-il, il faut quitter à l'instant ces gorges de Nérissa. Si l'on nous attaquait dans cet étroit défilé, dominé par de hautes roches, nous n'en sortirions pas vivants. »« Partons, » répondit Kéraban. « Bruno, Nizib et vous, seigneur Yanar, que vos armes soient prêtes à tout événement. »« Comptez sur nous, seigneur Kéraban, » répondit Yanar, « et vous verrez ce que nous saurons faire, ma sœur et moi. »« Certes, » répondit la courageuse Kurde, en brandissant son yatagan dans un mouvement magnifique. « Je n'oublierai pas que j'ai maintenant un fiancé à défendre. » Si jamais Van Mitten subit une profonde humiliation, ce fut d'entendre l'intrépide femme parler ainsi. Mais à son tour, il saisit un revolver, bien décidé à faire son devoir. Tous allaient donc remonter le défilé, de manière à gagner les plateaux environnants, lorsque Bruno crut devoir faire cette réflexion, en homme que la question des repas tient toujours en éveil. « Mais cet âne, on ne peut le laisser ici !»« En effet, » répondit Ahmet, « peut-être Scarpante nous a-t-il égarés dans cette portion reculée de l'Anatolie. Peut-être sommes-nous plus éloignés de Scutari que nous ne le pensons. Et dans cette charrette sont les seules provisions qui nous restent. » Toutes ces hypothèses étaient fort plausibles. On devait craindre maintenant que cette intervention d'un traître n'eût compromis l'arrivée du seigneur Kéraban et des siens sur les rives du Bosphore en les éloignant de leur but. Mais ce n'était pas l'instant de raisonner sur tout cela. Il fallait agir sans perdre un instant. « Eh bien, dit Kéraban, il nous suivra cet âne, et pourquoi ne nous suivrait-il pas ?» Et ce disant, il alla prendre l'animal par sa longe, puis il essaya de le tirer à lui. « Allons, dit-il. L'âne ne bougea pas. « Viendras-tu de bon gré ?» reprit Kéraban en lui donnant une forte secousse. L'âne, qui sans doute était fort têtu de sa nature, ne bougea pas davantage. « Pousse-le, Nizib, dit Kéraban. Nizib, aidé de Bruno, essaya de pousser l'âne par derrière. L'âne recula plutôt qu'il n'avança. « Ah, tu t'entêtes !» s'écria Kéraban qui commençait à se fâcher sérieusement. « Bon, murmura Bruno, têtu contre têtu. »« Tu me résistes, à moi !» reprit Kéraban. « Votre maître a trouvé le sien, » dit Bruno à Nizib en prenant soin de n'être point entendu. « Cela m'étonnerait, » répondit Nizib sur le même ton. Cependant, Ahmet répétait avec impatience « Mais il faut partir, nous ne pouvons tarder d'une minute, quitte à abandonner cet âne. »« Moi lui céder ? Jamais !» s'écria Kéraban, et prenant la tête du baudet par les oreilles, puis les secouant comme s'il eût voulu les arracher. « Marcheras-tu » s'écria-t-il. L'âne ne bougea pas. « Ah, tu ne veux pas m'obéir, dit Kéraban. Eh bien, je saurai t'y forcer quand même. » Et voilà Kéraban courant à l'entrée de la caverne et y ramassant quelques poignées d'herbes sèches, dont il fit une petite botte qu'il présenta à l'âne. Celui-ci fit un pas en avant. « Ah ah !» s'écria Kéraban. « Il faut cela pour te décider à marcher. Eh bien, par Mahomet, tu marcheras. » Un instant après, cette petite botte d'herbe était attachée à l'extrémité des brancards de la charrette, mais à une distance suffisante pour que l'âne, même en allongeant la tête, ne pût l'atteindre. Il arriva donc ceci, c'est que l'animal, sollicité par cet appât qui allait toujours se déplacer en avant de lui,
se décida à marcher dans la direction de la passe. Très ingénieux, dit Van Mitten. Eh bien, imitez-le, s'écria la noble Saraboul en l'entraînant à la suite de la charrette. Elle aussi, c'était un appât qui se déplaçait, mais un appât que Van Mitten, en cela bien différent de l'âne, redoutait surtout d'atteindre. Tous, suivant la même direction, en troupes serrées, eurent bientôt abandonné le campement, où la position n'eût pas été tenable. Ainsi, Ahmet, dit Kéraban, à ton avis, ce Saphar, c'est bien le même insolent personnage qui, par pur entêtement, a fait écraser ma chaise de poste au railway de Poti? Oui, mon oncle, mais c'est avant tout le misérable qui a fait enlever Amasia, et c'est à moi qu'il appartient. Part à deux, neveu Ahmet, part à deux, répondit Kéraban, et qu'Allah nous vienne en aide. À peine le seigneur Kéraban, Ahmet et leurs compagnons avaient-ils remonté le défilé d'une cinquantaine de pas, que le sommet des roches se couronnait d'assaillants. Des cris étaient jetés dans l'air, des coups de feu éclataient de toutes parts. En arrière, en arrière, cria Ahmet, qui fit reculer tout son monde jusqu'à la lisière du campement. Il était trop tard pour abandonner les gorges de Nérissa, trop tard pour aller chercher sur les plateaux supérieurs une meilleure position défensive. Les hommes à la solde de Saphar, au nombre d'une douzaine, venaient d'attaquer. Leur chef les excitait à cette criminelle agression et, dans la situation qu'ils occupaient, tout l'avantage était pour eux. Le sort du seigneur Kéraban et de ses compagnons était donc absolument à leur merci. « À nous, à nous !» cria Ahmet, dont la voix domina le tumulte. « Les femmes au milieu !» répondit Kéraban. Amasia, Saraboul, Nedjeb formèrent aussitôt un groupe, autour duquel Kéraban, Ahmet, Van Mitten, Yanar, Nizib et Bruno vinrent se ranger. Ils étaient 6 hommes pour résister à la troupe de Saphar, 1 contre 2, avec le désavantage de la position. Presque aussitôt, ces bandits, en poussant d'horribles vociférations, firent irruption par la passe et roulèrent comme une avalanche au milieu du campement. « Mes amis !» cria Ahmet, « défendons-nous jusqu'à la mort !» Le combat s'engagea aussitôt. Tout d'abord, Nizib et Bruno avaient été touchés légèrement, mais ils ne rompirent pas. Ils luttèrent, et non moins vaillamment que la courageuse Kurde, dont le pistolet répondit aux détonations des assaillants. Il était évident, d'ailleurs, que ceux-ci avaient ordre de s'emparer d'Amasia, de la prendre vivante, et qu'ils cherchèrent à combattre plutôt à l'arme blanche, afin de ne point avoir à regretter quelque maladroit coup de feu qui eût frappé la jeune fille. Aussi, dans les premiers instants, malgré la supériorité de leur nombre, l'avantage ne fut-il point à eux, et plusieurs tombèrent-ils très gravement blessés. Ce fut alors que 2 nouveaux combattants, non des moins redoutables, apparurent sur le théâtre de la lutte. C'étaient Saphar et Scarpante. « Ah, le misérable !» s'écria Kéraban. « C'est bien lui, c'est bien l'homme du railway !» Et plusieurs fois il voulut le coucher en joue, mais sans y réussir, étant obligé de faire face à ceux qui l'attaquaient. Ahmet et les siens, cependant, résistaient intrépidement. Tous n'avaient qu'une pensée, à tout prix sauver Amasia, à tout prix l'empêcher de retomber entre les mains de Saphar. Mais malgré tant de dévouement et de courage, il leur fallut bientôt céder devant le nombre. Aussi, peu à peu, Kéraban et ses compagnons commencèrent-ils à plier, à se désunir, puis à s'acculer aux roches du défilé. Déjà le désarroi se mettait parmi eux. Saphar s'en aperçut. « À toi, Scarpante, à toi !» cria-t-il en lui montrant la jeune fille. « Oui, seigneur Saphar, répondit Scarpante, et cette fois elle ne vous échappera plus. » Profitant du désordre, Scarpante parvint à se jeter sur Amasia qu'il saisit, et il s'efforça d'entraîner hors du campement. « Amasia, Amasia !» cria Ahmet. Il voulut se précipiter vers elle, mais un groupe de bandits lui coupa la route. Il fut obligé de s'arrêter pour leur faire face. Yanar essaya alors d'arracher la jeune fille aux étreintes de Scarpante. Il ne put y parvenir, et Scarpante, l'enlevant entre ses bras, fit quelques pas vers le défilé. Mais Kéraban venait d'ajuster Scarpante, et le traître tombait mortellement atteint, après avoir lâché la jeune fille, qui tenta vainement de rejoindre Ahmet. « Scarpante, mort, vengeons-le !» s'écria le chef de ces bandits. « Vengeons-le !»
Tous se jetèrent alors sur Kéraban et les siens avec un acharnement auquel il n'était plus possible de résister. Pressés de toutes parts, ceux-ci pouvaient à peine faire usage de leurs armes. Amasia, Amasia s'écria Ahmet en essayant de venir au secours de la jeune fille que Saphar venait enfin de saisir et qui l'entraînait hors du campement. Courage, courage ne cessait de crier Kéraban. Mais il sentait bien que les siens et lui, accablés par le nombre, étaient perdus. En ce moment, un coup de feu, tiré du haut des roches, fit rouler l'un des assaillants sur le sol. D'autres détonations lui succédèrent aussitôt. Quelques-uns des bandits tombèrent encore, et leur chute jeta l'épouvante parmi leurs compagnons. Saphar s'était arrêté un instant, cherchant à se rendre compte de cette diversion. Était-ce donc un renfort inattendu qui arrivait au seigneur Kéraban? Mais déjà Amasia avait pu se dégager des bras de Saphar, déconcertée par cette subite attaque. « Mon père, criait la jeune fille. C'était Sélim, en effet. Sélim, suivi d'une vingtaine d'hommes bien armés, qui accouraient au secours de la petite caravane au moment même où elle allait être écrasée. « Sauve qui peut !» s'écria le chef des bandits en donnant l'exemple de la fuite. Et il disparut, avec les survivants de sa troupe, en se jetant dans la caverne, dont une seconde issue, on le sait, s'ouvrait au dehors. « Lâche !» s'écria Saphar en se voyant ainsi abandonnée. « Eh bien, on ne l'aura pas vivante !» Et il se précipita sur Amasia au moment où Ahmet s'élançait sur lui. Saphar déchargea sur le jeune homme le dernier coup de son revolver. Il le manqua. Mais Kéraban, qui n'avait rien perdu de son sang-froid, ne le manqua pas, lui. Il bondit sur Saphar, le saisit à la gorge et le frappa d'un coup de poignard au cœur. Un rugissement, ce fut tout. Saphar, dans ses dernières convulsions, ne put même pas entendre son adversaire s'écrier « Voilà pour t'apprendre à faire écraser ma voiture !» Le seigneur Kéraban et ses compagnons étaient sauvés. À peine les uns ou les autres avaient-ils reçu quelques légères blessures. Et cependant, tous s'étaient bien comportés. Tous, Bruno et Nizib, dont le courage ne s'était point démenti, le seigneur Yanar, qui avait vaillamment lutté, Van Mitten, qui s'était distingué dans la mêlée, et l'énergique Kurde, dont le pistolet avait souvent retenti au plus fort de l'action. Toutefois, sans l'arrivée inexplicable de Sélim, c'en eût été fait d'Amasia et de ses défenseurs. Tous eussent péri, car ils étaient décidés à se faire tuer pour elle. « Mon père, s'écria la jeune fille en se jetant dans les bras de Sélim. « Mon vieil ami, dit Kéraban. Vous, ici ?»« Oui, moi, répondit Sélim. « Comment le hasard vous a-t-il amené ?» demanda Ahmet. « Ce n'est point un hasard, répondit Sélim, et depuis longtemps déjà je me serais mis à la recherche de ma fille si, au moment où ce capitaine l'enlevait de la ville, je n'eusse été blessé. »« Blessé, mon père ?»« Oui, un coup de feu parti de cette tartane. Pendant un mois, retenu par cette blessure, je n'ai pu quitter Odessa. Mais il y a quelques jours, une dépêche d'Ahmet... »« Une dépêche ?» s'écria Kéraban, que ce mot malsonnant mit soudain en éveil. « Oui, une dépêche, datée de Trébizonde. »« Ah, c'était sans doute, mon oncle, » répondit Ahmet, qui sauta au cou de Kéraban. « Et pour la première fois qu'il m'arrive d'envoyer un télégramme à votre insu, avouez que j'ai bien fait. »« Oui, mal bien fait, » répondit Kéraban en hochant la tête. « Mais que je ne t'y reprenne plus, mon neveu. »« Alors, » reprit Sélim, apprenant par cette dépêche que tout péril n'était peut-être pas écarté pour votre petite caravane, j'ai réuni ces braves serviteurs, je suis arrivé à Scutari, je me suis lancé sur la route du littoral, et par Allah, ami Sélim, s'écria Kéraban, vous êtes arrivé à temps. Sans vous, nous étions perdus, et cependant on se battait bien dans notre petite troupe. Oui, ajouta le seigneur Yanar, et ma sœur a montré qu'elle savait au besoin faire le coup de feu. Quelle femme, murmura Van Mitten. En ce moment, les nouvelles lueurs de l'aube commençaient à blanchir l'horizon. Quelques nuages, immobilisés au zénith, se nuançaient des premiers rayons du jour. « Mais où sommes-nous, ami Sélim » demanda le seigneur Kéraban. « Et comment avez-vous pu nous rejoindre dans cette région où un traître avait entraîné notre caravane, et loin de notre route » ajouta Ahmet. « Mais non, mes amis, mais non » répondit Sélim. « Vous êtes bien sur le chemin de Scutari, à quelques lieues seulement de la mer ?»« Hein » fit Kéraban. « Les rives du Bosphore sont là » ajouta Sélim en tendant sa main vers le nord-ouest. «
les rives du Bosphore s'écria Ahmet. Et tous de gagner, en remontant les roches, le plateau supérieur qui s'étendait au-dessus des gorges de Nérissa. Voyez, voyez dit Sélim. En effet, un phénomène se produisait en ce moment, phénomène naturel qui, par un simple effet de réfraction, faisait apparaître au loin les parages tant désirés. À mesure que se faisait le jour, un mirage relevait peu à peu les objets situés au-dessous de l'horizon. On eût dit que les collines, qui s'arrondissaient à la lisière de la plaine, s'enfonçaient dans le sol comme une ferme de décor. « La mer, c'est la mer !» s'écria Ahmet, et tous de répéter avec lui « La mer, la mer !» Et bien que ce ne fût qu'un effet de mirage, la mer n'en était pas moins là, à quelques lieues à peine. « La mer, ne cessait de répéter le seigneur Kéraban. Mais si ce n'est pas le Bosphore, si ce n'est pas Scutari, nous sommes au dernier jour du mois et c'est le Bosphore, c'est Scutari s'écria Ahmet. Le phénomène venait de s'accentuer, et maintenant toute la silhouette d'une ville, bâtie en amphithéâtre, se découpait sur les derniers plans de l'horizon. Par Allah, c'est Scutari répéta Kéraban. Voilà son panorama qui domine le détroit. Voilà la mosquée de Bouyouk Djami. Et en effet, c'était bien Scutari que Sélim venait de quitter 3 heures auparavant. En route s'écria Kéraban. Et comme un bon musulman qui, en toute chose, reconnaît la grandeur de Dieu, illallah, ajouta-t-il en se tournant vers le soleil levant. Un instant après, la petite caravane s'élançait vers la route qui longe la rive gauche du détroit. 4 heures après, à cette date du 30 septembre, dernier jour fixé pour la célébration du mariage d'Amasia et d'Ahmet, le seigneur Kéraban, ses compagnons et son âne, après avoir achevé ce tour de la mer Noire, apparaissaient sur les hauteurs de Scutari et saluaient de leurs acclamations les rives du Bosphore. Fin de la section 30, chapitre 13 de la deuxième partie, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2010. Section 31, chapitre 14 de la deuxième partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 14, dans lequel Van Mitten essaye de faire comprendre la situation à la noble Saraboul. C'était en un des plus heureux sites qui se puissent rêver, à mi-côte de la colline sur laquelle se développe Scutari, que s'élevait la villa du seigneur Kéraban. Scutari, ce faubourg asiatique de Constantinople, l'ancienne chrysopolis, ses mosquées aux toits d'or, tout le bariolage de ces quartiers où se presse une population de 50 000 habitants, son débarcadère flottant sur les eaux du détroit, l'immense rideau des cyprès de son cimetière, ce champ de repos préféré des riches musulmans qui craignent que la capitale, suivant une légende, ne soit prise pendant que les fidèles seront à la prière, puis, à 1 lieue de là, le mont Boulgourlou, qui domine cet ensemble et permet à la vue de s'étendre sur la mer de Marmara, le golfe de Nicomédie, le canal de Constantinople, rien ne peut donner une idée de ce splendide panorama, unique au monde, sur lequel s'ouvraient les fenêtres de la villa du riche négociant. À cet extérieur, à ces jardins en terrasse, aux beaux arbres, platanes, hêtres et cyprès qui les ombragent, répondait dignement l'intérieur de l'habitation. Vraiment, il eût été dommage de s'en défaire pour n'avoir point à payer quotidiennement les quelques paras auxquels étaient maintenant taxés les caïques du Bosphore. Il était alors midi. Depuis 3 heures environ, le maître de séance et ses hôtes étaient installés dans cette splendide villa. Après avoir refait leur toilette, ils s'y reposaient des fatigues et des émotions de ce voyage. Kéraban, tout fier de son succès, se moquant du mouchir et de ses impôts vexatoires. Amasia et Ahmet, heureux comme des fiancés qui vont devenir époux. Nedjeb, un perpétuel éclat de rire. Bruno, satisfait en se disant qu'il rengraissait déjà, mais inquiet pour son maître. Nizib, toujours calme, même dans les grandes circonstances. Le seigneur Yanar, plus farouche que jamais, sans qu'on puisse savoir pourquoi. La noble Saraboul, aussi impérieuse qu'elle eût pu l'être dans la capitale du Kurdistan. Van Mitten, enfin,
assez préoccupé de l'issue de cette aventure. Si Bruno constatait déjà une certaine amélioration dans son embonpoint, ce n'était pas sans raison. Il y avait eu un déjeuner aussi abondant que magnifique. Ce n'était pas le fameux dîner auquel le seigneur Kéraban avait invité son ami Van Mitten 6 semaines auparavant, mais, pour être devenu un déjeuner, il n'en avait pas été moins superbe. Et maintenant, tous les convives, réunis dans le plus charmant salon de la villa, dont les larges baies s'ouvraient sur le Bosphore, achevaient, dans une conversation animée, de se congratuler les uns les autres. « Mon cher Van Mitten, » dit le seigneur Kéraban qui allait, venait, serrant la main à ses hôtes, « c'était un dîner auquel je vous avais invité, mais il ne faut pas m'en vouloir si l'heure nous a obligés à... » « Je ne me plains pas, ami Kéraban, » répondit le Hollandais. « Votre cuisinier a bien fait les choses. »« Oui, très bonne cuisine en vérité, très bonne cuisine, » ajouta le seigneur Yannar, qui avait mangé plus qu'il ne convient, même à un Kurde de grand appétit. « On ne ferait pas mieux au Kurdistan, » répondit Saraboul. « Et si jamais, seigneur Kéraban, vous venez à Mossoul nous rendre visite... »« Comment donc » s'écria Kéraban. « Mais j'irai, belle Saraboul, j'irai vous voir, vous et mon ami Van Mitten. »« Et nous tâcherons de ne pas vous faire regretter votre villa. »« Pas plus que vous ne regretterez la Hollande, » ajouta l'aimable femme en se retournant vers son fiancé. « Près de vous, noble Saraboul, » crut devoir répondre Van Mitten, qui ne parvint pas à finir sa phrase. Puis, pendant que l'aimable Kurde se dirigeait du côté des fenêtres du salon, qui s'ouvraient sur le Bosphore, « Le moment est venu, je crois, dit-il à Kéraban, de lui apprendre que ce mariage est nul. Aussi nul, Van Mitten, que s'il n'avait jamais été fait. Vous m'aiderez bien un peu, Kéraban, dans cette tâche qui ne laisse pas d'être scabreuse. Ami Van Mitten, répondit Kéraban, ce sont là de ces choses intimes qu'on ne doit traiter qu'en tête à tête. Diable, fit le Hollandais, et il alla s'asseoir dans un coin pour chercher quel pourrait être le meilleur mode d'opérer. Digne Van Mitten, dit alors Kéraban à son neveu, quelle scène avec sa Kurdistan. Il ne faut pourtant pas oublier, répondit Ahmet, que c'est pour nous qu'il a poussé le dévouement jusqu'à l'épouser. Aussi lui viendrons-nous en aide, mon neveu. Bah, il était marié au moment où, sous peine de prison, on l'a obligé à contracter ce nouveau mariage, et, pour un occidental, c'est un cas de nullité absolue. Donc il n'a rien à craindre. Rien. Je le sais, mon oncle, mais quand madame Saraboul recevra ce coup en pleine poitrine, quel bondissement de panthère trompée! Et le beau-frère Yannar, quelle explosion de poudrière! Par Mahomet, répondit Kéraban, nous leur ferons entendre raison. Après tout, Van Mitten n'était coupable de quoi que ce soit, et au caravansérail de Rissar, l'honneur de la noble Saraboul n'a jamais, de son fait, couru l'ombre d'un danger. Jamais, oncle Kéraban, et il est clair que cette tendre veuve cherchait à se remarier à tout prix. Sans doute, Ahmet. Aussi n'a-t-elle pas hésité à mettre la main sur ce bon Van Mitten. Une main de fer, oncle Kéraban. D'acier, répliqua Kéraban. Mais enfin, mon oncle, il s'agit tout à l'heure de défaire ce faux mariage. Il s'agit aussi d'en faire un vrai, n'est-ce pas? Répondit Kéraban, en tournant et retournant ses mains l'une sur l'autre, comme s'il les eût savonnées. Oui, le mien, dit Ahmet. Le nôtre, ajouta la jeune fille qui venait de s'approcher. Nous l'avons bien mérité? Bien mérité, dit Sélim. Oui, ma petite Amasia, répondit Kéraban, mérité 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Ah, cher enfant, quand je songe que, par ma faute, par mon entêtement, tu as failli... Bon, ne parlons plus de cela, dit Ahmet. Non, jamais, oncle Kéraban, dit la jeune fille en lui fermant la bouche de sa petite main. Aussi, reprit Kéraban, j'ai fait vœu, oui, j'ai fait vœu de ne plus m'entêter à quoi que ce soit. Je voudrais voir cela pour y croire, s'écria Nedjeb en partant d'un bel éclat de rire. Hein? Qu'a-t-elle dit, cette moqueuse de Nedjeb? Oh, rien, seigneur Kéraban. Oui, reprit celui-ci, je ne veux plus jamais m'entêter, si ce n'est à vous aimer tous les deux. Quand le seigneur Kéraban renoncera à être le plus têtu des hommes, murmura Bruno, c'est qu'il n'aura plus de tête, répondit Nizib. Et encore, ajouta le rancunier serviteur de Van Mitten. Cependant, la noble Kurde s'était rapprochée de son fiancé, qui restait tout pensif en son coin, trouvant sans doute sa tâche d'autant plus difficile qu'à lui seul incombait le soin de l'exécuter. Qu'avez-vous donc, seigneur Van Mitten
lui demanda-t-elle. Je vous trouve l'air soucieux. En effet, beau-frère, ajouta le seigneur Yannar. Que faites-vous là? Vous nous avez pas amenés à Scutari pour n'y rien voir, j'imagine. Montrez-nous donc le Bosphore, comme nous vous montrerons dans quelques jours le Kurdistan. À ce nom redouté, le Hollandais tressauta comme s'il eût reçu la secousse d'une pile électrique. Allons, venez, seigneur Van Mitten, reprit Saraboul en l'obligeant à se lever. À vos ordres, belle Saraboul, je suis entièrement à vos ordres, répondit Van Mitten. Et mentalement, il se disait et se redisait comment lui apprendre? À ce moment, la jeune Zingare, après avoir ouvert une des plus grandes baies du salon, qu'une riche tenture abritait des rayons du soleil, s'écriait joyeusement voyez, voyez, Scutari est en grande animation. Ce sera très intéressant de s'y promener aujourd'hui. Les hôtes de la villa s'étaient avancés près des fenêtres. En effet, dit Kéraban, le Bosphore est couvert d'embarcations pavoisées. Sur les places et dans les rues, j'aperçois des acrobates, des jongleurs. On entend la musique, et les quais sont pleins de monde comme pour un spectacle. Oui, dit Sélim, la ville est en fête. J'espère bien que cela ne nous empêchera pas de célébrer notre mariage, dit Ahmet. Non, certes, répondit le seigneur Kéraban. Nous allons avoir à Scutari le pendant de ces fêtes de Trébizonde qui semblaient avoir été données en l'honneur de notre ami Van Mitten. Il me plaisantera jusqu'au bout, murmura le Hollandais. Mais c'est dans le sang, il ne faut pas lui en vouloir. Mes amis, dit alors Sélim, occupons-nous immédiatement de notre grande affaire. C'est le dernier jour aujourd'hui, et ne l'oublions pas, répondit Kéraban. Je vais chez le juge de Scutari, reprit Sélim, afin de faire préparer le contrat. Nous vous y rejoindrons, répondit Ahmet. Vous savez, mon oncle, que votre présence est indispensable, presque autant que la tienne, s'écria Kéraban en accentuant sa réponse d'un bon gros rire. Oui, mon oncle, plus indispensable encore, si vous le voulez bien, en votre qualité de tuteur. Eh bien, dit Sélim, dans 1 heure, rendez-vous chez le juge de Scutari. Et il sortit du salon, au moment où Ahmet ajoutait, en s'adressant à la jeune fille, puis, après la signature chez le juge, chère Amasia, une visite à l'imam, qui nous dira sa meilleure prière, puis nous serons mariés, s'écria Nedjeb, comme s'il se fût agi d'elle. Cher Ahmet, murmura la jeune fille. Cependant, la noble Saraboul s'était une seconde fois rapprochée de Van Mitten qui, de plus en plus pensif, venait de s'asseoir dans un autre coin du salon. En attendant cette cérémonie, lui dit-elle, pourquoi ne descendrions-nous pas jusqu'au Bosphore? Le Bosphore? Répondit Van Mitten l'air hébété. Vous parlez du Bosphore? Oui, le Bosphore, reprit le seigneur Yannar. On dirait que vous ne comprenez pas. Si, je suis prêt, répondit Van Mitten en se relevant sous la main puissante de son beau-frère. Oui, le Bosphore. Mais auparavant, je voudrais... Vous voudriez? Répéta Saraboul. Je serais heureux d'avoir un entretien particulier avec vous, belle Saraboul. Un entretien particulier? Soit, je vous laisse alors, dit Yannar. Non, restez, mon frère, répondit Saraboul, qui dévisageait son fiancé. Restez. J'ai comme un pressentiment que votre présence ne sera pas inutile. Par Mahomet, comment va-t-il s'en tirer? Murmura Kéraban à l'oreille de son neveu. Ce sera dur, dit Ahmet. Aussi, ne nous éloignons pas, afin de soutenir au besoin les opérations de Van Mitten. Pour sûr, il va être mis en pièces, murmura Bruno. Le seigneur Kéraban, Ahmet, Amasia et Nedjeb, Bruno et Nizib, se dirigèrent vers la porte afin de laisser la place libre aux combattants. Courage, Van Mitten, dit Kéraban qui serra la main de son ami en passant près de lui. Je ne m'éloigne pas, je vais me tenir dans la pièce à côté et veillerai sur vous. Courage, mon maître, ajouta Bruno, ou gare le Kurdistan. Un instant après, la noble Kurde, Van Mitten, le seigneur Yannar, étaient seuls dans le salon, et le Hollandais, se grattant le front de l'index, se disait dans un aparté mélancolique « Si je sais de quelle façon commencer ?» Saraboul alla franchement à lui. « Qu'avez-vous à nous dire, seigneur Van Mitten ?» demanda-t-elle d'un ton suffisamment contenu pour permettre à une discussion de commencer sans trop d'éclat. « Allons parler !» dit plus durement Yannar. « Si nous nous asseyons, dit Van Mitten,
qui sentait ses jambes se dérober sous lui. Ce que l'on peut dire assis, on peut le dire debout, répliqua Sarah Boule. Nous vous écoutons. Van Mitten, faisant appel à tout son courage, débuta par cette phrase dont les mots semblent combiner tout exprès pour les gens embarrassés. Belle Sarah Boule, soyez certaine que, tout d'abord, et bien malgré moi, je regrette. Vous regrettez? Répondit l'impérieuse femme. Qu'est-ce que vous regrettez? Serait-ce ce mariage? Il n'est après tout qu'une légitime réparation. Oh, réparation, réparation, se risqua à dire, mais à mi-voix, l'hésitant Van Mitten. Et moi aussi je regrette, répliqua ironiquement Sarah Boule. Oui, certes. Ah, vous regrettez? Je regrette que l'audacieux qui s'est introduit dans ma chambre au caravansérail de Rissard n'ait été ni le seigneur Ahmet. Elle devait dire vrai, la veuve consolable, et ses regrets se comprendront de reste. Ni même le seigneur Kéraban, ajouta-t-elle. Au moins, c'eût été un homme que j'aurais épousé. Bien parlé, ma sœur, s'écria le seigneur Yannar. Au lieu d'un... Encore mieux parlé, ma sœur, quoique vous n'ayez pas cru devoir achever votre pensée. Permettez, dit Van Mitten, blessé d'une observation qui l'attaquait directement dans sa personne. Qui aurait jamais pu croire, ajouta Sarah Boule, que l'auteur de cet attentat eût été un Hollandais conservé dans la glace. Ah, à la fin je m'insurge, s'écria Van Mitten, absolument froissé d'être assimilé à une conserve. Et d'abord, madame Sarah Boule, il n'y a pas eu attentat. Vraiment, dit Yannar. Non, reprit Van Mitten, mais une erreur. Nous nous sommes, ou plutôt, sur un faux et peut-être perfide renseignement, je me suis trompé de chambre. En vérité, fit Sarah Boule. Un simple malentendu qu'il m'a fallu sous peine de prison, réparé par un mariage, hâtif. Hâtif ou non, répliqua Sarah Boule, vous n'en êtes pas moins marié avec moi. Et croyez-le bien, monsieur, ce qui a été commencé à Trébizonde s'achèvera au Kurdistan. Oui, parlons-en du Kurdistan, répondit Van Mitten qui commençait à se monter. Et, comme je m'aperçois que la société de vos amis vous rend peu aimable à mon égard, aujourd'hui même nous quitterons Scutari et nous partirons pour Mossoul, où je saurai bien vous infuser un peu de sang kurde dans les veines. Je proteste, s'écria Van Mitten. Encore un mot et nous partons à l'instant. Vous partirez, madame Sarah Boule, répondit Van Mitten, dont la voix prit une inflexion légèrement ironique. Vous partirez si cela vous convient, et personne ne songera à vous retenir. Mais moi je ne partirai pas. Vous ne partirez pas, s'écria Sarah Boule, outrée de cette résistance inattendue d'un mouton en face de deux tigres. Non. Et vous avez la prétention de nous résister? Demanda le seigneur Yannar en se croisant les bras. J'ai cette prétention. À moi? Et à elle, une Kurde? Fût-elle 10 fois plus kurde encore? Savez-vous bien, monsieur le Hollandais, dit la noble Sarah Boule en marchant vers son fiancé, savez-vous bien quelle femme je suis et quelle femme j'ai été? Savez-vous bien qu'à 15 ans j'étais déjà veuve? Oui, déjà, répéta Yannar, et quand on a pris cette habitude de bonne heure... Soit, madame, répondit Van Mitten. Mais savez-vous, à votre tour, ce que je vous défie de devenir jamais, malgré l'habitude que vous en pouvez avoir? C'est de devenir veuve de moi. Monsieur Van Mitten, s'écria Yannar en portant la main à son yatagan. Il suffirait pour cela d'un coup, c'est en quoi vous vous trompez, seigneur Yannar, et votre sabre ne ferait pas de madame Sarah Boule une veuve. Par cette excellente raison que je n'ai jamais pu être son mari. Hein? Et que notre mariage même serait nul. Nul? Parce que, si madame Sarah Boule a le bonheur d'être veuve de ses premiers époux, je n'ai pas celui d'être veuve de ma première femme. Marié? Il était marié? S'écria la noble Kurde, mise hors d'elle-même par ce foudroyant aveu. Oui, répondit Van Mitten, maintenant emballé dans la discussion. Oui, marié. Et ce n'est que pour sauver mes amis, pour les empêcher d'être arrêtés au caravansérail de Rissard que je me suis sacrifié. Sacrifié? Répliqua Sarah Boule, qui répéta ce mot en se laissant tomber sur un divan. Sachant bien que ce mariage ne serait pas valable, continua Van Mitten, puisque la première madame Van Mitten n'est pas plus morte que je ne suis veuf, et qu'elle m'attend en Hollande. La fausse épouse outragée s'était relevée, et, se retournant vers le seigneur Yannar, « Vous l'entendez, mon frère ?» dit-elle. « Je l'entends. Votre sœur vient d'être jouée ? Outragée.
Et ce traître est encore vivant? Il n'a plus que quelques instants à vivre. Mais ils sont enragés, s'écria Van Mitten, véritablement inquiet de l'attitude menaçante du couple kurde. Je vous vengerai, ma sœur, s'écria le seigneur Yanar qui, la main haute, marcha vers le Hollandais. Je me vengerai moi-même. Et ce disant, la noble Saraboul se précipita sur Van Mitten en poussant des cris de fureur qui furent heureusement entendus du dehors. Fin de la section 31, chapitre 14 de la deuxième partie, lu par Ezoa en Belgique en janvier 2010. Section 32, chapitre 15 de la deuxième partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 15. Où l'on verra le seigneur Kéraban plus têtu encore qu'il ne l'a jamais été. La porte du salon s'ouvrit aussitôt. Le seigneur Kéraban, Ahmet, Amasia, Nedjeb, Bruno parurent sur le seuil. Kéraban eut vite fait de dégager Van Mitten. Hé, madame, dit Ahmet, on n'étrangle pas ainsi les gens, pour un malentendu. Diable, murmura Bruno, il était temps d'arriver. Pauvre monsieur Van Mitten, dit Amasia, qui éprouvait un sentiment de sincère commisération pour son compagnon de voyage. Ce n'est décidément pas la femme qu'il lui faut, ajouta Nedjeb en secouant la tête. Cependant, Van Mitten reprenait peu à peu ses esprits. Cela a été dur, dit Kéraban. Un peu plus j'y passais, répondit Van Mitten. En ce moment, la noble Saraboul revint sur le seigneur Kéraban et, le prenant directement à partie, et c'est vous qui vous êtes prêté, dit-elle, à cette mystification, répondit Kéraban d'un ton aimable. C'est le mot propre, mystification. Je me vengerai. Il y a des juges à Constantinople. Belle Saraboul, répondit le seigneur Kéraban, n'accusez que vous-même. Vous vouliez bien, pour un prétendu attentat, nous faire arrêter et compromettre notre voyage. Et par Allah, on s'en tire comme on peut. Nous nous en sommes tirés par un prétendu mariage, et nous avions droit à cette revanche, assurément. À cette réponse, Saraboul se laissa choir une seconde fois sur un divan, en proie à une de ces attaques de nerfs dont les femmes ont le secret, même au Kurdistan. Nedjeb et Amasia s'empressèrent à la secourir. « Je m'en vais !» criait-elle au plus fort de sa crise. « Bon voyage !» répondit Bruno. Mais voici qu'à ce moment, Nizib parut sur le seuil de la porte. « Qu'y a-t-il » demanda Kéraban. « C'est une dépêche qu'on vient d'apporter du comptoir de Galata, » répondit Nizib. « Pour qui » demanda Kéraban. « Pour monsieur Van Mitten, mon maître. Elle vient d'arriver aujourd'hui même. »« Donnez » dit Van Mitten. Il prit la dépêche, l'ouvrit et en regarda la signature. « C'est de mon premier commis de Rotterdam, » dit-il. Puis, lisant les premiers mots, « Madame Van Mitten, depuis 5 semaines, décédée. » La dépêche froissée dans sa main, Van Mitten demeura anéanti et, pourquoi le cacher, ses yeux s'étaient subitement remplis de larmes. Mais, sur ces derniers mots, Saraboul venait de se redresser subitement, comme un diable à ressort. « 5 semaines !» s'écria-t-elle, à la fois heureuse et ravie. « Il a dit 5 semaines !»« L'imprudent !» murmura Ahmet. « Qu'avait-il besoin de crier cette date et en ce moment ?»« Donc, reprit Saraboul triomphante, donc, il y a 10 jours, quand je vous faisais l'honneur de me fiancer à vous, Mahomet l'étrangle !» s'écria Kéraban, peut-être un peu plus haut qu'il ne voulait. « Vous étiez veuf, seigneur mon époux, » dit Saraboul avec l'accent du triomphe. « Absolument veuf, seigneur mon beau-frère, » ajouta Yanar. « Et notre mariage est valable. » À son tour, Van Mitten, écrasé par la logique de cet argument, s'était laissé tomber sur le divan. « Le pauvre homme, » dit Ahmet à son oncle, « il n'a plus qu'à se jeter dans le Bosphore. »« Bon, » répondit Kéraban, « elle s'y jetterait après lui et serait capable de le sauver, par vengeance. » La noble Saraboul
avait saisi par le bras celui qui, cette fois, était bien sa propriété. « Levez-vous, dit-elle. « Oui, cher Saraboul, répondit Van Mitten en baissant la tête. Me voici prêt. Et suivez-nous, ajouta Yannar. Oui, cher beau-frère, répondit Van Mitten, absolument maté et dématé. Prêt à vous suivre où vous voudrez. À Constantinople, où nous nous embarquerons sur le premier paquebot, répondit Saraboul. Pour le Kurdistan, répondit Yannar. Le Kur, tu m'accompagneras, Bruno? On y mange bien? Ce sera pour toi une véritable compensation. Bruno ne put que faire un signe de tête affirmatif. Et la noble Saraboul et le seigneur Yannar emmenèrent l'infortuné Hollandais, que ses amis voulurent en vain retenir, tandis que son fidèle domestique le suivait en murmurant « Lui avais-je assez prédit qu'il lui arriverait malheur ?» Les compagnons de Van Mitten et Kéraban lui-même étaient restés anéantis, muets, devant ce coup de foudre. « Le voilà marié, dit Amasia. Par dévouement pour nous, répondit Ahmet. Et pour tout de bon cette fois, ajouta Nedjeb. Il n'aura plus qu'une ressource au Kurdistan, dit Kéraban le plus sérieusement du monde. Ce sera, mon oncle? Ce sera pour qu'elle se neutralise d'en épouser une douzaine de pareilles. En ce moment, la porte s'ouvrit, et Sélim parut, la figure inquiète, la respiration haletante, comme s'il eût couru à perdre haleine. « Mon père, qu'avez-vous » demanda Amasia. « Qu'est-il arrivé » s'écria Ahmet. « Eh bien, mes amis, il est impossible de célébrer le mariage d'Amasia et d'Ahmet. Vous dites ?»« À Scutari, du moins, » reprit Sélim. « À Scutari ? Il ne peut se faire qu'à Constantinople. »« À Constantinople ?» répondit Kéraban, qui ne put s'empêcher de dresser l'oreille. « Et pourquoi ?»« Parce que le juge de Scutari refuse absolument de faire enregistrer le contrat. »« Il refuse ?» dit Ahmet. « Oui, sous le prétexte que le domicile de Kéraban et par conséquent celui d'Ahmet n'est point à Scutari, mais à Constantinople. »« À Constantinople ?» répéta Kéraban, dont les sourcils commencèrent à se froncer. « Or, reprit Sélim, c'est aujourd'hui le dernier jour assigné au mariage de ma fille pour qu'elle puisse entrer en possession de la fortune qui lui a été léguée. Il faut donc sans perdre un instant nous rendre chez le juge qui recevra le contrat à Constantinople. Partons, dit Ahmet en se dirigeant vers la porte. Partons, ajouta Amasia qui le suivait déjà. Seigneur Kéraban, est-ce que cela vous contrarierait de nous accompagner demanda la jeune fille. Le seigneur Kéraban était immobile et silencieux. Eh bien, mon oncle, dit Ahmet en revenant. Vous ne venez pas dit Sélim. Faut-il donc que j'emploie la force ajouta Amasia qui prit doucement le bras de Kéraban. J'ai fait préparer un caïque, dit Sélim, et nous n'avons qu'à traverser le Bosphore. Le Bosphore s'écria Kéraban. Puis d'un ton sec, un instant, dit-il. Sélim, est-ce que cette taxe de 10 paras par tête est toujours exigée de ceux qui traversent le Bosphore? Oui, sans doute, ami Kéraban, dit Sélim. Mais maintenant que vous avez joué ce bon tour aux autorités ottomanes d'être allé de Constantinople à Scutari sans payer, je pense que vous ne refuserez pas. Je refuserai, répondit nettement Kéraban. Alors on vous ne laissera pas passer, reprit Sélim. Soit, je ne passerai pas. Et notre mariage, s'écria Ahmet, notre mariage qui doit être fait aujourd'hui même. Vous vous marierez sans moi. C'est impossible. Vous êtes mon tuteur, oncle Kéraban, et vous le savez bien, votre présence est indispensable. Eh bien, Ahmet, attends que j'ai fait établir mon domicile à Scutari, et tu te marieras à Scutari. Toutes ces réponses étaient envoyées d'un ton cassant, qui devait laisser peu d'espoir au contradicteur de l'entêté personnage. Ami Kéraban, reprit Sélim, c'est aujourd'hui le dernier jour. Vous entendez bien, et toute la fortune qui doit revenir à ma fille sera perdue si... Kéraban fit un signe de tête négatif, lequel fut accompagné d'un geste plus négatif encore. « Mon oncle !» s'écria Ahmet. « Vous ne voudrez pas, si l'on veut m'obliger à payer 10 paras, répondit Kéraban, jamais, non, jamais je ne passerai le Bosphore. Par Allah, plutôt refaire le tour de la mer Noire pour revenir à Constantinople. » Et en vérité, le têtu eût été homme à recommencer. « Mon oncle, reprit Ahmet, c'est mal ce que vous faites là.
Cet entêtement, en pareille circonstance, permettez-moi de vous le dire, ne peut s'expliquer d'un homme tel que vous. Vous allez causer le malheur de ceux qui n'ont jamais eu pour vous que la plus vive amitié. C'est mal. Ahmet, fais attention à tes paroles, répondit Kéraban d'un ton sourd qui indiquait une colère prête à éclater. Non, mon oncle, non. Mon cœur déborde, et rien ne m'empêchera de parler. C'est d'un mauvais homme. Cher Ahmet, dit alors Amasia, calmez-vous. Ne parlez pas ainsi de votre oncle. Si cette fortune sur laquelle vous aviez le droit de compter vous échappe, renoncez à ce mariage. Que je renonce à vous, répondit Ahmet en pressant la jeune fille sur son cœur. Jamais, non, jamais. Venez, quittons cette ville pour n'y plus revenir. Il nous restera bien encore de quoi pouvoir payer 10 paras pour passer à Constantinople. Et Ahmet, dans un mouvement dont il n'était plus maître, entraîna la jeune fille vers la porte. Kéraban, dit Sélim, qui voulut tenter une dernière fois de faire revenir son ami sur sa détermination. Laissez-moi, Sélim, laissez-moi. Hélas, partons, mon père, dit Amasia, jetant sur Kéraban un regard humide de larmes qu'elle retenait à grand'peine. Et elle allait se diriger avec Ahmet vers la porte du salon quand celui-ci s'arrêta. Une dernière fois, mon oncle, dit-il, vous refusez de nous accompagner à Constantinople chez le juge où votre présence est indispensable pour notre mariage? Ce que je refuse, répondit Kéraban, dont le pied frappa le parquet à le défoncer, c'est de jamais me soumettre à payer cette taxe. Kéraban, dit Sélim. Non, par Allah, non. Eh bien, adieu, mon oncle, dit Ahmet. Votre entêtement nous coûtera une fortune. Vous aurez ruiné celle qui doit être votre nièce. Soit, ce n'est pas la fortune que je regrette, mais vous aurez apporté un retard à notre bonheur. Nous ne nous reverrons plus. Et le jeune homme, entraînant Amasia, suivi de Sélim, de Nedjeb, de Nizib, quitta le salon, puis la villa, et, quelques instants après, tous s'embarquaient dans un caïque pour revenir à Constantinople. Le seigneur Kéraban, resté seul, allait et venait en proie à la plus extrême agitation. Non, par Allah, non, par Mahomet, se disait-il, ce serait indigne de moi. Avoir fait le tour de la mer Noire pour ne pas payer cette taxe et, au retour, tirer de ma poche ces 10 paras? Non. Plutôt ne jamais remettre le pied à Constantinople. Je vendrai ma maison de Galata. Je cesserai les affaires. Je donnerai toute ma fortune à Ahmet pour remplacer celle qu'Amasia aura perdue. Il sera riche. Et moi, je serai pauvre. Mais non, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Et tout en parlant ainsi, le combat qui se livrait en lui se déchaînait avec plus de violence. Céder, payer, répétait-il. Moi, Kéraban, arrivé devant le chef de police qui m'a défié, qui m'a vu partir, qui m'attend au retour, qui me narguerait à la face de tous en me réclamant cet odieux impôt? Jamais. Il était visible que le seigneur Kéraban se débattait contre sa conscience et qu'il sentait bien que les conséquences de cet entêtement, absurde au fond, retomberaient sur d'autres que lui. Oui, reprit-il, mais Ahmet voudra-t-il accepter? Il est parti désolé et furieux de mon entêtement. Je le conçois, il est fier. Il refusera tout de moi maintenant. Voyons, je suis un honnête homme. Vais-je par une stupide résolution empêcher le bonheur de ses enfants? Ah, que Mahomet étrangle le divan tout entier, et avec lui tous les Turcs du nouveau régime. Le seigneur Kéraban arpentait son salon d'un pas fébrile. Il repoussait du pied les fauteuils et les coussins. Il cherchait quelque objet fragile à briser pour soulager sa fureur. Et bientôt, 2 potiches volèrent en éclats. Puis, il en revenait toujours là. Amasia, Ahmet, non, je ne puis pas être la cause de leur malheur. Et cela pour une question d'amour-propre. Retarder ce mariage, c'est l'empêcher peut-être. Mais céder, moi? Ah, qu'Allah me vienne en aide. Et sur cette dernière invocation, le seigneur Kéraban, emporté par une de ces colères qui ne peuvent plus se traduire ni par geste ni par parole, s'élança hors du salon. Fin de la section 32, chapitre 15 de la deuxième partie, lu par Ezwa en Belgique en janvier 2010.
Section 33, chapitre 16 de la deuxième partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu par Jules Verne, deuxième partie, chapitre 16, où il est démontré une fois de plus qu'il n'y a rien de tel que le hasard pour arranger les choses. Si Scutari était en fête, si sur les quais, depuis le port jusqu'au-delà du kiosque du sultan, il y avait foule, la foule n'était pas moins considérable de l'autre côté du détroit, à Constantinople, sur les quais de Galata, depuis le premier pont de bateaux jusqu'aux casernes de la place de Top Hané. Aussi bien les eaux douces d'Europe qui forment le port de la Corne d'Or que les eaux amères du Bosphore disparaissaient sous la flottille de caïques, d'embarcations pavoisées, de chaloupes à vapeur chargées de Turcs, d'Albanais, de Grecs, d'Européens ou d'Asiatiques, qui faisaient un incessant va-et-vient entre les rives des deux continents. Très certainement, ce devait être un attrayant et peu ordinaire spectacle que celui qui pouvait attirer un tel concours de populaires. Donc, lorsque Ahmet et Sélim, Amasia et Nedjeb, après avoir payé la nouvelle taxe, débarquèrent à l'échelle de Top Hané, se trouvèrent-ils transportés dans un brouhaha de plaisir auquel ils étaient peu d'humeur à prendre part. Mais puisque le spectacle, quel qu'il fût, avait eu le privilège d'attirer une telle foule, il était naturel que le seigneur Van Mitten, il l'était bien maintenant, et seigneur kurde encore, sa fiancée, la noble Saraboul, et son beau-frère, le seigneur Yanar, suivi de l'obéissant Bruno, fussent au nombre des curieux. Aussi Ahmet trouva-t-il sur le quai ses anciens compagnons de voyage. Était-ce Van Mitten qui promenait sa nouvelle famille, ou n'était-il pas plutôt promené par elle? Ce dernier cas paraît infiniment plus probable. Quoi qu'il en fût, au moment où Ahmet les rencontra, Saraboul disait à son fiancé: « Oui, seigneur Van Mitten, nous avons des fêtes encore plus belles au Kurdistan. » Et Van Mitten répondait d'un ton résigné: « Je suis tout disposé à le croire, belle Saraboul. » Ce qui lui valut de Yanar cette très sèche réponse: « Et vous faites bien. » Cependant, quelques cris, on eût même dit des cris qui détonnaient une certaine impatience, se faisaient entendre parfois dans cette foule, mais Ahmet et Amasia n'y prêtaient guère attention. « Non, chère Amasia, » disait Ahmet, « je connaissais bien mon oncle. Et cependant je ne l'aurais jamais cru capable de pousser l'entêtement jusqu'à une telle dureté de cœur. » Alors, dit Nedjeb, tant qu'il faudra payer cet impôt, il ne viendra jamais à Constantinople? Lui? Jamais, répondit Ahmet. Si je regrette cette fortune que le seigneur Kéraban va nous faire perdre, dit Amasia, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, mon cher Ahmet, pour vous seul. Oublions tout cela, répondit Ahmet, et pour le mieux oublier, pour rompre avec cet oncle intraitable, en qui j'avais vu un père jusqu'ici, nous quitterons Constantinople pour retourner à Odessa. « Ah, ce Kéraban !» s'écria Sélim qui était outré. « Il serait digne du dernier supplice. »« Oui, » répondit Nedjeb, « comme, par exemple, d'être le mari de cette Kurde. Pourquoi n'est-ce pas lui qui l'a épousée ?» Il va sans dire que Saraboul, tout entière au fiancé qu'elle venait de reconquérir, n'entendit pas cette désobligeante réflexion de Nedjeb, ni la réponse de Sélim disant: « Lui? Il aurait fini par la dompter, comme à force d'entêtement il dompterait des bêtes féroces. » Peut-être bien, murmura mélancoliquement Bruno. Mais en attendant, c'est mon pauvre maître qui est entré dans la cage. Cependant, Ahmet et ses compagnons ne prenaient qu'un fort médiocre intérêt à tout ce qui se passait sur les quais de Péra et de la Corne d'Or. Dans la disposition d'esprit où ils se trouvaient, cela les intéressait peu, et c'est à peine s'ils entendirent un Turc dire à un autre Turc: « Un homme vraiment audacieux, ce Storchi. Oser traverser le Bosphore d'une façon... » « Oui, » répondit l'autre en riant, « d'une façon que n'ont point prévu les collecteurs chargés de percevoir la nouvelle taxe des caïques. » Mais
Si Ahmet ne chercha même pas à se rendre compte de ce que se disaient ces deux Turcs, il lui fallut bien répondre quand il s'entendit interpeller directement par ces mots. Hé, voilà le seigneur Ahmet. C'était le chef de police, celui-là même dont le défi avait lancé le seigneur Kéraban dans ce voyage autour de la mer Noire, qui lui adressait la parole. Ah, c'est vous, monsieur, répondit Ahmet. Oui, et tous nos compliments en vérité. Je viens d'apprendre que le seigneur Kéraban a réussi à tenir sa promesse. Il vient d'arriver à Scutari sans avoir traversé le Bosphore. En effet, répliqua Ahmet d'un ton assez sec. C'est héroïque. Pour ne pas payer 10 paras, il lui en aura coûté quelques milliers de livres. Comme vous dites. Eh, le voilà bien avancé, le seigneur Kéraban, répondit ironiquement le chef de police. La taxe existe toujours, et pour peu qu'il persiste encore dans son entêtement, il sera forcé de reprendre le même chemin pour revenir à Constantinople. Si cela lui plaît, il le fera, riposta Ahmet, qui, tout furieux qu'il fût contre son oncle, n'était pas d'humeur à écouter, sans y répondre, les moqueuses observations du chef de police. Bah, il finira par céder, reprit celui-ci, et il traversera le Bosphore. Mais les préposés guettent les caïques et l'attendent au débarquement. Et à moins qu'il ne passe à la nage, ou en volant, pourquoi pas si cela lui convient, répliqua très sèchement Ahmet. En ce moment, un vif mouvement de curiosité agita la foule. Un murmure plus accentué se fit entendre. Tous les bras se tendirent vers le Bosphore en convergeant vers Scutari. Toutes les têtes étaient en l'air. « Le voilà! Storchi! Storchi !» Des cris retentirent bientôt de toutes parts. Ahmet et Amasia, Sélim et Nedjeb, Saraboul, Van Mitten et Yanar, Bruno et Nizib se trouvaient alors à l'angle que fait le quai de la Corne d'Or près de l'échelle de Top Hané, et ils purent voir quel émouvant spectacle était offert à la curiosité publique. Du côté de Scutari, hors des eaux du Bosphore, environ à 600 pieds de la rive, s'élève une tour qui est improprement appelée tour de Léandre. En effet, c'est l'Hellespont, c'est-à-dire le détroit actuel des Dardanelles, que ce célèbre nageur traversa entre Sestos et Abydos pour aller rejoindre Héro, la charmante prêtresse de Vénus. Exploit qui fut renouvelé, il y a quelque 60 ans, par Lord Byron, fier comme peut l'être un Anglais d'avoir franchi en 1 heure 10 minutes les 1200 mètres qui séparent les deux rives. Est-ce que ce haut fait allait être renouvelé, à travers le Bosphore, par quelque amateur, jaloux du héros mythologique et de l'auteur du Corsaire? Non. Une longue corde était tendue entre les rives de Scutari et la tour de Léandre, dont le nom moderne est Keuskulesi, ce qui signifie tour de la Vierge. De là, cette corde, après avoir repris un point d'appui solide, traversait tout le détroit sur une longueur de 1300 mètres et venait se rattacher à un pylône de bois dressé à l'angle du quai de Galata et de la place de Top Hané. Or, c'était sur cette corde qu'un célèbre acrobate, le fameux Storchi, un émule du non moins fameux Blondin, allait tenter de franchir le Bosphore. Il est vrai que si Blondin, en traversant ainsi le Niagara, eût absolument risqué sa vie dans une chute de près de 150 pieds au milieu des irrésistibles rapides de la rivière, ici, dans ces eaux tranquilles, Storchi, en cas d'accident, devait en être quitte pour un plongeon dont il se retirerait sans grand mal. Mais de même que Blondin avait accompli sa traversée du Niagara en portant un très confiant ami sur ses épaules, de même Storchi allait suivre cette route aérienne avec un de ses confrères en gymnastique. Seulement, s'il ne le portait pas sur son dos, il allait le véhiculer dans une brouette dont la roue, creusée en gorge à sa jante, devait mordre plus solidement tout le long de la corde tendue. On en conviendra, c'était là un curieux spectacle. 1300 mètres au lieu des 900 pieds du Niagara. Chemin long et propice à plus d'une chute.
Cependant, Storchi avait paru sur la première partie de la corde qui réunissait la rive asiatique à la tour de la Vierge. Il poussait son compagnon devant lui dans la brouette, et il arriva, sans accident, au phare placé au sommet de Kőszeg. De nombreux hurrahs saluèrent ce premier succès. On vit alors le gymnaste redescendre adroitement la corde qui, si fortement qu'on l'eût tendue, se courbait en son milieu presque à toucher les eaux du Bosphore. Il brouettait toujours son confrère, s'avançant d'un pied sûr et conservant son équilibre avec une imperturbable adresse. C'était vraiment superbe. Lorsque Storchi eut atteint le milieu du trajet, les difficultés devinrent plus grandes, car il s'agissait alors de remonter la pente pour arriver au sommet du pylône. Mais les muscles de l'acrobate étaient vigoureux, ses bras et ses jambes fonctionnaient merveilleusement, et il poussait toujours la brouette, où se tenait son compagnon immobile, impassible, aussi exposé et aussi brave que lui, à coup sûr, et qui ne se permettait pas un seul mouvement de nature à compromettre la stabilité du véhicule. Enfin, un concert d'admiration et un cri de soulagement éclatèrent. Storchi était arrivé sain et sauf à la partie supérieure du pylône, et il en descendait, ainsi que son confrère, par une échelle qui aboutissait à l'angle du quai, où Ahmet et les siens se trouvaient placés. L'audacieuse entreprise avait donc pleinement réussi, mais, on en conviendra, celui que Storchi venait de brouetter de la sorte avait bien droit à la moitié des bravos que l'Asie, en leur honneur, envoyait à l'Europe. Mais quel cri fut alors poussé par Ahmet? Pouvait-il en croire ses yeux? Ce compagnon du célèbre acrobate, après avoir serré la main de Storchi, s'était arrêté devant lui et le regardait en souriant. Kéraban, mon oncle Kéraban, s'écria Ahmet pendant que les deux jeunes filles, Sarah Boule, Van Mitten, Yanar, Sélim, Bruno, tous se pressaient à ses côtés. C'était le seigneur Kéraban en personne. Moi-même, mes amis, répondit-il avec l'accent du triomphe. Moi-même qui ai trouvé ce brave gymnaste prêt à partir, moi qui ai pris la place de son compagnon, moi qui ai passé le Bosphore. Non, par-dessus le Bosphore, pour venir signer à ton contrat, neveu Ahmet. Ah, seigneur Kéraban, mon oncle, s'écriait Amasia, je savais bien que vous ne nous abandonneriez pas. C'est bien cela, répétait Nedjeb en battant des mains. Quel homme, dit Van Mitten. On ne trouverait pas son pareil dans toute la Hollande. C'est mon avis, répondit assez sèchement Sarah Boule. Oui, j'ai passé et sans payer, reprit Kéraban en s'adressant cette fois au chef de police. Oui, sans payer. Si ce n'est 2000 piastres que m'a coûté ma place dans la brouette et les 800 000 dépensés pendant le voyage. Tous mes compliments, répondit le chef de police, qui n'avait pas autre chose à faire qu'à s'incliner devant un entêtement pareil. Les cris d'acclamation retentirent alors de toutes parts en l'honneur du seigneur Kéraban, pendant que ce bienfaisant têtu embrassait de bon cœur sa fille Amasia et son fils Ahmet. Mais il n'était point homme à perdre son temps, même dans l'enivrement du triomphe. Et maintenant, allons chez le juge de Constantinople, dit-il. Oui, mon oncle, chez le juge, répondit Ahmet. Ah, vous êtes bien le meilleur des hommes. Et quoi que vous en disiez, répliqua le seigneur Kéraban, pas entêté du tout, à moins qu'on ne me contrarie. Il est inutile d'insister sur ce qui se passa ensuite. Ce jour même, dans l'après-midi, le juge recevait le contrat, puis l'imam disait une prière à la mosquée, puis on entrait à la maison de Galata, et, avant que le minuit du 30 de ce mois fût sonné, Ahmet était marié, bien marié, à sa chère Amasia, à la richissime fille du banquier Sélim. Le soir même, Van Mitten, anéanti, se préparait à partir pour le Kurdistan en compagnie du seigneur Yanar, son beau-frère, et de la noble Sarah Boule, dont une dernière cérémonie, en ce pays lointain, allait faire définitivement sa femme. Au moment des adieux, en présence d'Ahmet, d'Amasia, de Nedjeb, de Bruno,
il ne put s'empêcher de dire avec un doux reproche à son ami: quand je pense, Kéraban, que c'est pour n'avoir pas voulu vous contrarier que me voilà marié une seconde fois. Mon pauvre Van Mitten, répondit le seigneur Kéraban, si ce mariage devient autre chose qu'un rêve, je ne me le pardonnerai jamais. Un rêve, reprit Van Mitten, est-ce que cela a l'air d'un rêve? Ah, sans cette dépêche. Et en parlant ainsi, il tirait de sa poche la dépêche froissée, et il la parcourait machinalement. Oui, sans cette dépêche, madame Van Mitten depuis 5 semaines décédée à rejoindre. Décédée à rejoindre, s'écria Kéraban. Qu'est-ce que cela signifie? Puis, lui arrachant la dépêche des mains, il lisait: madame Van Mitten depuis 5 semaines décidée à rejoindre son mari est partie pour Constantinople. Décidée, pas décédée. Il n'est pas veuf? Ces mots s'échappaient de toutes les bouches, pendant que Kéraban s'écriait, non sans raison cette fois: encore une erreur de ce stupide télégraphe. Il n'en fait jamais d'autres. Non, pas veuf? Pas veuf? répétait Van Mitten, et trop heureux de revenir à ma première femme, par peur de la seconde. Quand le seigneur Lianard et la noble Saraboul apprirent ce qui s'était passé, il y eut une explosion terrible. Mais enfin il fallut bien se rendre. Van Mitten était marié, et, le jour même, il retrouvait sa première, son unique femme, qui lui apportait, en guise de réconciliation, un magnifique oignon de Valencia. Nous aurons mieux, ma sœur, dit Yannar pour consoler l'inconsolable veuve. Mieux que ce glaçon de Hollande, répondit la noble Saraboul. Et ce ne sera pas difficile. Et ils repartirent tous deux pour le Kurdistan, mais il est probable qu'une généreuse indemnité de déplacement, offerte par le riche ami de Van Mitten, contribua à leur rendre moins pénible leur retour en ce pays lointain. Mais enfin, le seigneur Kéraban ne pouvait avoir toujours une corde tendue de Constantinople à Scutari pour passer le Bosphore. Renonça-t-il donc à le jamais traverser? Non. Pendant quelque temps, il tint bon et ne bougea pas. Mais un jour, il alla tout simplement offrir au gouvernement de lui racheter ce droit sur les caïques. L'offre fut acceptée. Cela lui coûta gros sans doute, mais il devint plus populaire encore, et les étrangers ne manquent jamais de rendre maintenant visite à Kéraban le Têtu comme à l'une des plus étonnantes curiosités de la capitale de l'Empire ottoman. Fin de la section 33. Chapitre 16 de la deuxième partie. Fin de Kéraban le Têtu par Jules Verne. Lu par Ezoa en Belgique en janvier 2010.